Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo qui va être pas très longue à mon avis, parce que j'ai pas tant de choses à dire que ça sur ce film. Donc voilà, on va parler du film Ready or Not 2, euh, ou plus connu en France sous le nom de Wedding Nightmare. Voilà, on a traduit un film avec un titre anglais, avec un autre titre anglais, c'est normal. Mais je trouve que c'est vrai que le titre Wedding Nightmare est quand même plus parlant par rapport au premier film, même si dans celui-ci il y a quand même un petit soupçon voilà, de mariage, on va dire. En plus, là je suis juste à côté d'une église, là-bas, donc on est pile dans le thème. Voilà, je vais juste me mettre dans un petit endroit tranquille, et je n'avais pas pensé qu'on serait pile dans le thème de la vidéo. Donc Wedding Nightmare 2, donc, qui se déroule juste après le premier film, contrairement à nous qui avons le film 7 ans après, parce que j'ai été surpris par que le film était sorti en 2019. Alors soit c'est moi qui ai regardé le film très tard, quand il a dû se retrouver sur les plateformes de streaming, euh, mais je ne le voyais pas si vieux que ça. Voilà. Et du coup, c'est vrai que quand le film a débuté, j'avais peur qu'on nous spoil la fin. Vous savez, ça arrive des fois que vous avez des films où le film commence par la fin, et en fait, tout le film en fait, c'est raconter comment on en est arrivé à cette fin que l'intro est en train de raconter. Et j'avais très peur que ce soit ça, qu'on re-spoil un mariage et le fait que le personnage principal, dont j'ai oublié le nom, donc je vais souvent dire Samara Weaving ou juste Samara, voilà, qui est le nom de l'actrice. Euh, et du coup, j'avais très peur qu'on soit là-dedans. Bon, finalement, on est bien sur la fin directe du premier film, voilà, où du coup, le speech est très simple. C'est que après le premier film où elle a survécu, du coup elle est envoyée à l'hôpital pour ses blessures. Donc voilà. Elle retrouve sa sœur du coup qui est son contact d'urgence. Donc il y a sa sœur qui vient la voir à l'hôpital où elles ont une relation très tendue puisque la petite sœur Faith, qui est jouée par Catherine Newton, se sent totalement abandonnée par sa sœur. Sa sœur refuse de voir la vérité en disant qu'elle n'avait pas le choix. Enfin bref, les deux se détestent. Voilà, bon, une plus que l'autre. Et à côté de ça, en fait, on se rend compte que la famille qui a fait le cache-cache avec Samara, en fait, n'était pas toute seule dans ce sorte de délire de rite démoniaque. En fait, il y a plusieurs familles dans le monde en fait qui font partie de ce rite où en fait ce sont des gens qui ont tout simplement pactisé avec le diable pour obtenir du pouvoir. Voilà. Et notamment parmi toutes ces familles, il existe un siège particulier qu'on ne verra jamais, mais on parle d'un siège particulier où en gros celui qui obtient le pouvoir de s'asseoir dessus en fait contrôle le monde entier. Voilà, il peut prendre toutes les décisions dans le monde entier. Donc voilà. Enfin, je pense que c'est peut-être le siège que porte le vieux au tout début du film, mais c'est plus de l'interprétation. Parce que si ça, c'est le siège du roi du monde, bah putain, c'est pas ouf. Hein. Mais bon. Donc voilà. Donc, comme Samara a survécu au premier film, et ben du coup, le dirigeant de la secte à ce moment-là décide de réunir toutes les familles et de reprendre le jeu afin de traquer et de tuer définitivement Samara. Voilà. Alors pour quel but? En fait, on le saura jamais. En fait, déjà ça c'est un gros problème, c'est qu'en fait on ne saura jamais réellement, en tout cas pour le deuxième film, parce qu'ils disent qu'ils ont besoin de le faire, qu'ils doivent le faire. Après, comme j'ai dit, le premier film il date de 2019, donc je me souviens. Et puis même moi, je l'ai pas eu en 2019, je l'ai vu un peu plus tard, mais je me souviens pas plus que ça des vrais enjeux du premier film, de pourquoi il doit absolument la tuer dans le jeu, machin. Le problème, c'est que le deuxième film n'offre pas de rappel. Alors, on a des rappels vite fait de ce qui se passe dans le premier film, ça c'est bien. Quand ils sont en train de la choquer là, avec les électrodes là et tout, ça c'est bien parce que du coup, ça permet d'avoir un petit rappel vite fait de ce qu'elle a subi. Mais on n'a pas de rappel des raisons de pourquoi elle a subi ça. Et ça, c'est dommage parce que quelqu'un comme moi, bon, je regarde avec ma mère et mon frère, mais des gens comme nous qui avons vu le premier film, qui avons apprécié le premier film, hein, honnêtement, et qui d'un coup passons en deuxième quelques années plus tard sans avoir revu le premier,
Bah, c'est vrai que là, les gens ils sont en mode oui, il faut qu'on la tue, il faut machin, il faut truc. Alors il y en a qui le font pour l'objectif d'être bah, le roi du monde, hein, globalement. Mais ça nous explique pas pourquoi le fait qu'elle ait survécu pose tant de problèmes que ça en fait. Ça par exemple, c'est jamais expliqué et c'est très dommage. Donc voilà. Donc globalement, bah, c'est ce qui se passe, hein. Voilà, les familles se réunissent, ils kidnappent Samara et sa sœur parce que sa sœur est là. Donc voilà, la meuf elle a rien demandé mais elle se trouve impliquée dans le jeu alors qu'ils auraient pu la laisser et puis juste faire le jeu entre eux quoi. Enfin juste avec Samara, mais bon, voilà, ils ont décidé de ramener sa sœur. Bon après moi j'aime beaucoup, enfin j'allais dire j'aime beaucoup Catherine Newton, qui est une excellente actrice, notamment dans les seconds rôles. Je trouve que ça lui va à la perfection. Elle joue super bien, même si par moments son perso est un petit peu agaçant. Mais c'est une excellente actrice, donc en soi c'est une bonne plus-value pour le film d'avoir une actrice comme ça. Mais c'est vrai que tu dis ça n'a pas de sens parce que bah, le jeu, c'est. Alors on sait que oui, il l'utilise aussi un peu bah, pour obliger Samara à jouer, pour le servir de poids, parce que comme les deux s'entendent pas, qu'il les menotte ensemble au début, comme ça le ralentit, c'est plus facile pour la tuer. Mais en vrai, tu te dis, déjà, ils sont dans une propriété privée qui est totalement fermée. En plus, ils trichent, voilà, parce qu'ils voient les caméras. Enfin, ils essayent de tricher parce que, bon, voilà. À un moment donné, il y en a un qui sert des caméras pour envoyer des messages et très vite, t'as Frodon, oui, parce qu'il y a Frodon qui joue dedans. T'as Frodon qui lui dit, oui, t'es sûr que tu veux faire ça? Le mec, d'un coup, il se dit, ah non, je vais pas faire ça. Bon, mais de toute façon, je vais revenir juste après sur Elijah Wood parce que j'ai une théorie sur Elijah Wood. Parce que c'est pas très clair, mais moi j'ai une théorie et je suis quasiment sûr qu'elle est plutôt bonne parce que c'est pas très clair, mais tous les indices vont là-dessus. Voilà. Mais globalement, ils essayent de tricher. Elle est à pied, les autres, il y en a qui ont des véhicules, t'en as un qui a un sniper, machin, enfin bref, ils ont pas besoin de kidnapper la sœur pour, à la limite, pour obliger Samara à jouer, oui, parce que bon, elle a pas envie, machin, donc oui, enlever sa sœur, oui, là-dessus, à la limite, bon, ça a marché quand ils ont décidé de la tuer, finalement, elle a décidé de jouer quand même si elle est vénère contre sa sœur. Mais c'est vrai qu'après, pourquoi foutre sa sœur dans le jeu? Bon, je doute bien qu'ils n'allaient pas payer le cachet de Samara, enfin pas de Samara, mais de Catherine Newton juste pour apparaître 5 minutes, mais bon, quand même. Ils l'ont fait pour Kevin Durant, pareil, Kevin Durant, super acteur, je surkiffe Kevin Durant. Voilà, je l'ai vu dans plein de petits rôles, hein. C'est vrai que c'est souvent des petits rôles, hein, que ce soit dans Abigail, dans Légion, où il est incroyable en méchant. Bon, dans les X-Men, au moins pour une fois, il y a un perso X-Men qui est à peu près respecté physiquement. Mais c'est vrai que c'est un très bon acteur et là, franchement, il est là, même pas 5 minutes à l'écran, ça, je trouvais ça très dommage parce que bah, il est plus connu que bah, les autres familles, donc j'ai trouvé ça dommage qu'il le tue aussi vite. Voilà. Bon, après, techniquement, ils avaient aucune chance, donc la façon dont il est mort est plutôt logique quand tu vois le physique de Kevin Durant et le physique de Samara Weaving et Catherine Newton. Tu dis, bon, c'est plutôt logique qu'ils meurent comme ça parce qu'à la base, elles font pas le poids du tout. Bon, techniquement, ils faisaient pas le poids contre d'autres personnes, mais bon, elles ont été plutôt malignes. Voilà. Et du coup, bah, le film il raconte surtout des trucs en fait très basiques, hein. Voilà, c'est deux sœurs qui se détestent, qui vont finir par bien s'entendre. Ça, c'est du classique comme il n'y a pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un parallèle avec les méchants. Parmi les méchants, il y a un duo de méchants, donc Titus et sa sœur, pareil, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui est jouée par Sarah Michelle Gellar, donc qui jouait Buffy contre les vampires, ou Daphné Blake pour moi dans Scooby-Doo. Euh, et dans aussi, souviens-toi l'été dernier, mais là je ne sais plus le nom de son perso, dans Scream aussi, je crois qu'elle a joué dans le 2 vite fait. Bref. Euh, et, euh, et du coup c'est intéressant parce que là où les héroïnes se détestent au départ et vont se rabibocher avec le temps, pour les jumeaux, eux c'est l'inverse. Le fait qu'il y ait qu'un seul qui puisse aller sur le trône, le fait que Sarah Michelle Gellar veut contrôler son frère, tout ça, ça va vite séparer le frère et la sœur. Et j'ai trouvé ça intéressant, le parallèle entre deux qui se détestent, qui se rabibochent, et deux qui sont proches, mais qui vont finir par se détester. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà. Même si c'est du classique, c'est plutôt cool. Et le fait d'utiliser du classique, mais en mettant des parallèles entre les gentils et les méchants, je trouve que c'est plutôt pas mal en fait. Euh, Après, autre chose de classique, c'est la suite où le jeu reprend. Voilà, surtout que l'année dernière, ou il y a 2 ans,
On a eu The Stranger Chapter 2 qui était quasiment carrément le même principe de film, hein. En gros, dans The Stranger chapitre 1, tu as Maya et son mari qui se font agresser par les intrus. Le mari meurt, Maya survit, du coup elle va à l'hôpital au début du 2. Et quand les intrus apprennent qu'elle est encore en vie, du coup ils vont la traquer pour essayer de finir le job. Ça c'est The Stranger chapitre 2. Et bah là, c'est vrai que quand on regarde Wedding Nightmare 2, bah, c'est exactement le même scénario. C'est l'héroïne a survécu au massacre d'avant. Et du coup, bah, les gens ils reprennent pour finir le travail. Après, ça en fait pas forcément un mauvais film. Honnêtement, ça en fait pas forcément un mauvais film. Mais c'est vrai que ce soit The Strangers ou là, ça reste du déjà vu, même si j'ai surkiffé The Strangers. Après, celui-là, je l'ai bien aimé, pas autant que The Strangers chapitre 2, mais je l'ai quand même bien aimé. Honnêtement, je lui mettrais entre 6 et 7, en vrai. Je pense un truc comme ça, parce que le gros problème du film, c'est que par exemple dans The Strangers, quand les intrus reprennent la chasse, en fait c'est leur habitude de chasser des gens et de les tuer. Tu vois, il n'y a pas de protocole, de machin. Donc il n'y a pas forcément cet aspect répétitif puisque bah, là on bouge beaucoup dans les lieux. D'abord l'hôpital, ensuite on va dans une sorte de petit ranch, après ils vont dans la forêt, et puis après ça va dans la maison des colocs d'un perso principal. Bref, on bouge beaucoup dans The Strangers. Là ici le gros problème je trouve du film, bah, c'est que le premier film c'était un cache-cache où elle devait survivre, et ce deuxième film bah, c'est encore un cache-cache où elle doit survivre. Et c'est très dommage, surtout que bon, on a vu avec Squid Game que des jeux de ce style-là où on peut tuer des gens, il y en a plein. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas trouvé un autre truc un peu mieux que ça. Voilà. Surtout que ce système du on prend quelqu'un et on le traque, ben c'est un truc qui est déjà vu un million de fois. T'as un d'American Nightmare où t'as une scène comme ça vers la fin, je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3. Mais je crois que c'est dans le 3. T'as justement les films La chasse à l'homme, que moi j'ai jamais vu, mais c'est clairement le principe de chasser quelqu'un, hein. En plus, je crois que dans un d'entre eux, il y a T-Bag en méchant, de mémoire. Bref, c'est un truc assez classique. Donc, quand là tu reprends un classique, bon, tu mets le principe du cache-cache, ça passe. Mais quand après tu fais une suite et que tu reprends exactement le concept du premier film, c'est un peu dommage, quoi. Et ça, je sais que c'est un truc qu'Oraka a pas trop apprécié dans le film, même si en soi on a tous passé un bon moment. Ça, bah, Oraka, ça l'a un peu fait chier qu'on refasse du cache-cache alors qu'on l'avait déjà fait, quoi. Ça, c'est vrai que je suis assez d'accord, c'est un petit peu dommage. Mais voilà. Après, moi, ce que j'ai trouvé le plus dommageable dans le film, c'est la surdose d'humour. Voilà, il y a plein d'humour avec bah, les corps qui explosent. Voilà, on passe des gros temps d'attente sur des filles plein de sang en mode ah, regardez, faut rire, elles sont toutes dégueulasses, plein de sang. Bon, je suis désolé, mais moi ça me fait pas rire, hein. Voir une meuf couverte de sang, ça me fait pas rire. Voilà. Ok, elles ont la tête dégoûtée, c'est censé être drôle. Voilà, bah, personnellement, je trouve pas ça drôle. Il y a plein d'autres scènes qui sont forcées pour être drôles. Ça, je trouve ça pas ouf. Je veux dire, on est dans un film d'horreur. Moi, si je regarde un film d'horreur, c'est pour frissonner, pour avoir peur, pour avoir au moins une sensation un peu de frisson, quoi. Je veux pas regarder un film d'horreur pour rigoler. Alors oui, il y a des films horreur comiques, comme les Demon House, qui sont très drôles et comiques, enfin qui sont très, très comiques avec l'aspect un peu démon et tout ça. Ça existe, c'est sympa. Mais le premier Wedding Nightmare de mémoire avait pas autant cet aspect comique que celui-là où c'est vraiment forcé de fou par moment. Après, il n'y a qu'une seule scène que j'ai trouvé marrant, c'est quand euh, en gros Samara elle affronte l'ex-femme de l'homme avec qui elle aurait dû se marier. Du coup, elle l'affronte, du coup, elle lui asperge du truc à poivre là dans les yeux. Du coup, ensuite, l'autre, quand elle a la bonbonne, elle lui refout dans les yeux aussi. Et ce qui fait que les deux sont complètement aveuglés. Du coup, elles essayent de se battre. Ensuite, en plus, en parallèle, tu as Face qui affronte Titus dans le corps. Donc, tu as le parallèle entre deux qui se battent vraiment bien. Et les deux autres qui galèrent, qui font du shadowboxing parce que bah, elles voient rien. Qui, dès qu'elles entendent du bruit, elles foncent là où il y a du bruit. Alors que bah, en fait, la personne a bougé depuis. Enfin, bref. Cette scène-là, en vrai, elle est plutôt marrante. Franchement, j'ai ça, oui. En fait, ça a marché parce que ça a une certaine logique. Du fait qu'elles soient totalement aveuglées, elles peuvent pas combattre comme il faut, quoi. Parce que ça, on en a vu des films où les gens ils se font aveugler, mais 2 secondes après ils sont déjà chauds.
Bon, même là, Samara, elle se verse de l'eau dans les yeux et puis c'est bon, elle a la vue normale. Bon, ça c'est un petit peu abusé, mais bon. Euh, En tout cas, ça, moi, c'est ce qui m'a le plus dérangé, ce côté humour trop forcé. Après, tu as des choses qui sortent un peu de nulle part, comme cette règle du si Samara se marie avec quelqu'un, elle peut rester en vie. Euh, et en plus, elle peut avoir le siège. Et là, tu te dis, en fait, cette règle-là, en fait, elle rend le film complètement ridicule. Parce que, en fait, tu te dis, en fait, n'importe qui en fait, peut juste se dire, bah tiens, Samara, on se marie, et comme ça, bah, je deviens le roi du monde. Pourquoi elle l'a traqué? Pourquoi s'emmerder à aller tuer cette meuf-là, alors qu'en fait, juste en l'épousant, tu as le même résultat. Tu n'as pas besoin de la traquer, de t'épuiser à tuer quelqu'un, tu as juste à l'épouser, et en fait, tu deviens le roi du monde. En fait, c'est beaucoup trop simple le jeu. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai plutôt bien aimé, c'est que quand on donne des informations de ce type-là, parce qu'il y a une des femmes des grandes familles qui veut donner le trône à son fils, donc elle donne l'info à Samara que si elle se marie avec son fils, du coup elle sera sauvée. Du coup Samara refuse à ce moment-là et puis elle se sert de cette idée-là quand elle est vraiment totalement dépourvue de moyens de survivre, quoi. Et voilà. Mais ça j'ai plutôt bien aimé, on donne pas des infos pour rien. Mais à côté de ça, elle se marie. Bon, ok. Et voilà, ensuite elle se débarrasse de son ennemi. Elle devient la reine du monde. Et son premier truc en tant que reine du monde, c'est faire comme Thanos. C'est de ne plus être la reine du monde. Voilà. Voilà, comme Thanos, quand il a utilisé les pierres, il a décidé de détruire les pierres. Là, c'est un peu le même principe. Euh, et pareil, je trouve que c'est un petit peu trop facile, hein. Voilà, c'est dommage. Ils auraient pu faire un truc un peu plus recherché, ou avec un troisième film. Ils auraient pu faire un troisième film où ils cherchent un moyen de se débarrasser de cette secte, voilà, où elle sent, pour survivre, elle en a pris la tête et maintenant elle veut en sortir. Et je pense qu'il y aurait eu de quoi faire un troisième film comme ça, un peu plus original que du coup un deuxième film qui est juste le reflet du premier. Mais ils n'ont pas été sur ce point-là, c'est un peu dommage. Il y a trop de facilité par moment, même si c'est instauré un petit peu avant. Voilà, on se doute un peu à l'avance de ce qui va se passer à certains moments, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Donc voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. Il y a beaucoup de sang, parce qu'il y a beaucoup de corps qui explosent, donc ça fait du sang partout. Bon, voilà. Je suis pas trop fan de ça, mais bon, c'est le style du film, c'est comme ça. Et en ce qui concerne notre cher Frodon Sake, incarné par Elijah Wood, donc ici il joue un avocat, pour parler de ma théorie. En fait, il joue un avocat qui, je pense, est le véritable diable. Le véritable Lucifer, parce qu'il utilise tous les noms possibles pour le personnage. Alors il l'appelle aussi Monsieur je sais plus quoi, mais bon, très clairement quand ils disent Monsieur truc, il parle très bien du diable. D'ailleurs tout le monde jure en son nom, et quand les gens jurent en son nom, tu sais qu'ils vont jamais faire de combat tellement ils ont peur de lui. En même temps c'est censé être le diable, hein. Mais ma théorie, pour moi, c'est que Frodon, c'est le diable dans ce film. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le premier point, c'est que déjà, il ne participe pas au jeu. Il est dans la secte, il ne fait partie d'aucune grande famille, et pourtant, c'est lui qui dicte les règles, c'est lui qui fait respecter les règles. Les gens ont peur de lui. Alors je dirais pas qu'ils ont peur de lui en mode ils vont le confronter pour frapper ou quoi que ce soit. Mais voilà, comme je disais avec l'exemple du texto, le gars qui veut tricher, quand on lui dit non, 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 t'es sûr que tu veux faire ça? Le mec tout de suite il range son téléphone. Et je pense que les gens connaissent la vraie identité du diable, et j'en serais pas étonné. Ou alors ils ont juste trop peur du diable et qu'ils savent que s'il ne respecte pas les règles, il va se faire buter par le diable. Après c'est peut-être ça aussi. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Euh, mais ce qui ce qui me convainc le plus que c'est lui le diable, c'est sur la fin, puisque quand Samara en fait elle décide de renoncer à son pouvoir, en fait en gros il faut que quelqu'un possède l'anneau. Oui oui, on a Frodon Sake et l'anneau, un anneau magique dans le film. Oui oui,
c'est pas une blague, hein. Il y a vraiment un anneau magique à apporter pour devenir le roi du monde, hein, en plus de gagner une place sur le siège machin. Mais oui, pour caractériser le fait qu'on est le roi du monde, il y a un anneau magique. Voilà, et il y a Frodon dans le film, c'est normal. Voilà. Euh, et ce que je voulais dire, c'est que en gros, à l'aube, en gros, s'ils l'avaient pas tué à l'aube, bah, globalement, leur jeu, bah, ça se passait comme dans le premier film. Et là, c'est un peu pareil, c'est que si elle refuse le pouvoir, il faut bien que quelqu'un le récupère avant l'aube. Donc du coup, elle a l'anneau, elle le jette dans une fosse. Du coup, bah, les adeptes, ils essayent tous de choper l'anneau. Et encore une fois, voilà, Elijah Wood, il dit bien, oui, si l'anneau n'est pas été récupéré à la fin du temps imparti, donc au moment où l'aube va se lever, qui est dans quelques minutes, et ben du coup, enfin, le monsieur machin, donc le diable, sera très en colère. Bon, ils disent ça. Bien sûr, personne n'arrive à apporter l'anneau avant les 3 minutes. Et du coup, bah, tout le monde meurt. Tout le monde, sans exception. Tous les adeptes de la secte meurent. Sauf un. Sauf un qui est Elijah Wood, l'avocat. C'est le seul à ne pas mourir. Et en plus, c'est lui qui gérait le mariage, c'est lui qui gérait la cérémonie du mariage, là, avec son truc sur la tête. Voilà, c'est le seul qui survit. Et quand Samurai Face il part, il a un sourire un peu particulier. Alors il n'a pas un sourire démoniaque ou quoi que ce soit, mais il a un petit sourire voilà, qui veut un peu tout dire. Et ce qui fait que je pense, avec tous ces indices, le fait que ce soit lui qui gère tout au niveau du jeu, le fait que les gens obéissent aveuglément à ses ordres, voilà, que personne ne s'oppose à ses ordres, le fait que dans la secte, quand le diable est déçu, que tout le monde meurt sauf lui, qui en fait partie, pour moi c'est énormément d'indices qui tendent à prouver que bah, Frodon c'est le diable. Bon, peut-être pas dans le Seigneur des Anneaux, mais en tout cas ici pour moi c'est le diable. Voilà. Je crois que l'anneau a fini de corrompre Frodon dans ce film-là, quoi. Voilà, en tout cas c'est mon avis. Voilà. Donc j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce film, hein. C'était un film sympa, mais le premier est clairement mieux. Je trouve que Catherine Newton est un bon rajout dans le film, mais, euh, mais voilà, c'est dommage qu'on soit un peu trop sur une réédite du film précédent. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, et sinon je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao tout le monde.